Bonsoir à tous et à tous, bienvenue chez Charybde. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Pierre Sandor pour parler de l'ensemble de son œuvre, donc à l'occasion de la parution de Archives du vent qui vient de paraître aux éditions Le Tripode, en compagnie de Julien Delorme qui est lui-même éditeur et fervent passionné animateur de soirées littéraires. On va commencer directement par un extrait. Donc un extrait de L'homme caché. Marcher quelques minutes dans la ville avant de rentrer me coucher. En passant devant la gare, j'ai remarqué un homme assis à l'écart, devant un chevalet. De loin, sa toile faisait songer à un chantier de démolition. En m'approchant cependant, mes impressions s'ordonnèrent et je vis qu'il s'agissait du hall de gare. Les kiosques à journaux et boissons étaient fermés. Assis sur un banc, un voyageur attendait, sa valise entre les jambes. Le panneau des arrivées était vide, celui des départs n'affichait qu'une seule destination, Solander. C'était étrange, la scène entière baignait dans cette intemporalité spatiale propre à l'aube. Tout y semblait en apesanteur, chaque élément, un ray-lumière, un journal ouvert sur le sol, annonçait la fin d'une chose et son glissement vers une autre. L'homme ne m'avait pas entendu approcher. J'observai son travail de plus près et sentis aussitôt mes sens intérieurs s'éveiller. Il s'arrêta alors pour essuyer son pinceau et découvrit ma présence. J'étais bien trop captivé par ce que je voyais pour lui accorder autre chose qu'un bref salut de la tête. Il sourit, ne dit rien et reprit son travail. Il s'apprêtait à retoucher le profil du voyageur quand il s'interrompit brusquement. « Vous permettez ?» Et en quelques traits, il fixa mon visage sur la toile. « Vous vous intéressez à la peinture ?» fit-il, tout en mélangeant ses couleurs. « Quand elle est davantage qu'une toile, oui. »« Vous écrivez des critiques ?»« J'écris, ce n'est pas la même chose. » Il ramena son regard devant lui comme pour mieux faire face à sa pensée. J'écrivais moi aussi avant d'en venir à la peinture. Je me demande si au fond, il n'y a pas uniquement une différence de forme entre les deux. Il se tourna vers moi en hochant la tête et ajouta « Georges Livel, c'est mon nom. » J'ai cru que c'était Solander. Il me songea du regard, silencieux soudain. « Solander, c'est un nom de votre invention, n'est-ce pas ?» Il prit encore un moment avant de répondre. « Non, c'est une destination. » La conversation était devenue étrangement malaisée. Je l'observais ranger ses pinceaux et plier son chevalet sans un mot. Quand tout fut fini, il leva un regard mi-évaluateur, mi-sceptique sur moi. « Je crois qu'il ne faut pas trop surestimer l'importance du geste créatif, dit-il. Rien de ce que l'on imagine d'un autre monde ne transforme véritablement celui-ci. Il l'interroge tout au plus. Regardez plutôt. » De sa main, il me désigna les kiosques qui ouvraient, les voyageurs qui s'immobilisaient, leur ticket en main en dessous des panneaux. Plusieurs destinations y étaient inscrites. Solander n'était affiché sur aucun. Il y a un bonheur formidable quand on referme un livre après l'avoir lu, c'est de l'avoir aimé passionnément. Et je pense que si vous êtes là ce soir en librairie, c'est que vous avez déjà vécu ça. Et puis il y a un bonheur encore plus grand qui arrive encore plus rarement. C'est celui quand on a refermé plusieurs livres d'un même auteur et de se rendre compte que le tout est plus que la somme des parties et qu'on a affaire véritablement à une œuvre, à quelque chose qui se nourrit d'un texte à l'autre pour former quelque chose de plus grand et de plus vaste. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture des textes de Pierre Sandor, donc je suis très heureux et un peu ému de l'accueillir, qu'on puisse l'accueillir ce soir à la librairie Charybde. Et quand on a réfléchi à comment faire la soirée, l'idée est venue plutôt que de parler d'un livre, d'essayer de vous faire apercevoir un peu de cette somme plus grande que, enfin de ce tout plus grand que la somme des parties, et de vous faire d'essayer de vous donner une porte d'entrée dans cette œuvre. Alors, ça peut sembler un peu intimidant comme ça et se dire que c'est quelque chose qui se construit livre après livre et que pour comprendre le tout, il faut avoir tout lu. C'est pas du tout ça. On est dans quelque chose de plus subtil et de plus joyeux puisqu'on peut rentrer dans un livre et y trouver un véritable plaisir. Et quelle que soit la porte d'entrée, on va surtout se concentrer sur les romans, mais il y a aussi de la poésie, on en parlera un petit peu, enfin, j'espère qu'on aura le temps. C'est essayer de vous proposer à vous quelle est la porte d'entrée qui vous conviendra le mieux pour essayer de découvrir cet émerveillement et cette œuvre. Les romans de Pierre sont bâtis sur un suspense qui est habilement distillé et qui est le mélange de plusieurs choses. Déjà un grand mystère, une forme de fascination qui arrive à la fois par l'écriture et à la fois par les intrigues. Donc il y a une difficulté supplémentaire.
à parler d'un roman, c'est de spoiler et de raconter des choses que le lecteur aurait mérité d'avoir découvert par lui-même. On va s'employer à ne pas le faire ce soir. Je pense qu'on a trouvé une formule qui devrait aller. Et comme je vous le disais, la langue est importante, donc on a décidé de lire un maximum d'extraits. On va lire un extrait de pratiquement tous les romans, sauf un, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui reste caché et que vous ne découvriez exclusivement vous, tout seul après. Donc voilà, on va évoquer, on va faire un parcours. Alors on ne part pas par ordre chronologique, on va partir par thématique. Et on va sauter d'un livre à l'autre de Pierre en vous présentant à chaque fois le livre, en vous proposant un extrait et en discutant avec Pierre des thématiques et de ce qui anime son écriture, en espérant que vous trouviez la porte d'entrée qui vous convient dans son œuvre. En espérant que vous les achetiez tous. Et puis voilà aussi. Chacun d'entre vous et en plusieurs exemples. Donc on va parler en premier, là pour le coup, dans ces romans c'est chronologique, on va parler de L'Homme caché, donc, qui est paru en 2006, et cette impression à la fois d'irréalité et de fascination qu'on éprouve en lisant les romans de Pierre Sandor, on l'éprouve dès ce premier roman. Donc c'est une biographie qui est ébauchée au travers de 4 angles, comme 4 nouvelles d'un homme donc, qui s'appelle Hans Hansen, qui est un poète pragois secret. À un moment, il est dit dans le livre qu'il a évolué pendant toute son existence dans un cercle d'invisibilité et dont on comprend assez vite que son œuvre a acquis un côté légendaire. Donc c'est un écrivain qui a des identités fluctuantes, on comprend qu'il est traqué, que c'est un dissident clandestin du régime tchèque. À un moment, il est impliqué dans des procès politiques, dans un univers qui va nous plonger dans un univers vraiment kafkaïen. Donc il est aux prises avec ce régime totalitaire, dans cette ville de Prague, donc, qui est au cœur de l'histoire du XXe siècle et de la guerre froide. Et donc c'est un homme à l'identité fragmentée, on en a perdu sa trace à un moment, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68, et puis il disparaît dans des circonstances mystérieuses, mais qui fluctuent, dont les dates fluctuent. Selon certains récits, c'est dans les années 80, parfois c'est dans les années 90, et ces disparitions à chaque fois prennent l'allure d'un recommencement, dans un au-delà qui est sans doute celui de la fiction. Donc on a des effets d'écho entre les 4 récits, des incertitudes comme ça qui sont subtilement entretenues, le réel et la fiction qui se contaminent, et tout ça, ça crée un pouvoir de fascination qui est dans le livre pour le personnage d'Hansen et son œuvre, et qui est celui que le lecteur éprouve en lisant L'Homme caché. Donc la première question, le premier thème, c'était justement autour de l'identité d'Hansen qui est fluctuante, l'incertitude qui est au cœur du récit. Et donc pourquoi construire cette incertitude permanente au cœur des romans? D'abord un mot sur Hansen. Il m'est venu à travers un rêve quand je vivais en Irlande. J'ai vécu 9 ans. Et un matin, voilà, je me suis réveillé d'un rêve qui n'était pas du tout imagé. Pour une fois, c'est juste un mot, c'était Hansen, qui était très fortement là en moi, qui m'a habité immédiatement dès mon réveil, et qui avait une part de mystère et de quelque chose d'insaisissable, et à la fois d'extrêmement à capter quelque chose qui me fascinait, mais je ne savais pas ce qui me fascinait dans ce nom. Déjà, le nom lui-même, il avait une sonorité scandinave, Hansen, qui veut dire, comme Andersen, fils de, et en même temps, End, qui veut dire fin, il est fils de la fin, quelque chose comme ça. Et surtout une notion pour moi qui était très forte d'une force dans un homme qui le dépasse lui-même et qui le porte vers un territoire, on va dire un territoire nordique, qui va au-delà des terres, qui va au-delà du connu. Et pour moi, c'est ce qui m'a, pendant des années, orienté vers ce roman, qui l'a nourri de l'intérieur. Ensuite, par rapport à ce que vous me demandiez, ce qui fluctue, ce phénomène d'incertitude, c'est la certitude du vivant pour moi. C'est ma condition d'homme. Chaque jour, c'est d'être en prise avec l'incertitude, non seulement dans la fiction, mais pour moi aussi dans la fiction du quotidien, qui est une écriture blanche qui sans cesse se défait et se recompose. Et aussi l'incertitude, quand j'écris à l'aveugle, je ne sais jamais où je vais. Et quand je me suis embarqué sur L'Homme caché, par exemple, j'avais simplement Hansen, ce personnage qui était mon fil d'Ariane,
mais je ne savais absolument pas si j'allais écrire une nouvelle, un roman, et au niveau de l'intrigue, où j'allais. Donc il y a aussi cette notion d'incertitude qui guide, et qui finalement guide à travers une forme de labyrinthe intérieur, et qui, à la sortie, quand on a la chance d'en sortir, vous paraît très cohérent après coup, et qui vous donne un sens d'une architecture inimaginable au moment où vous avez commencé. Donc ensuite, bien sûr, il y a un travail, il y a un retravail sur le texte, mais il y a quand même ce phénomène très fort dans la création d'incertitude totale. Dans la dimension architecturale et labyrinthique, je pense qu'on va en parler Oui. avec le deuxième livre. Oui, qui est constante dans tous les romans, je pense. Oui, il y a déjà des fondements dans cet homme caché, la figure de Hensen, et puis dans l'extrait que Marianne a lu au début, ce mot Solander qui revient assez régulièrement. Il y a un autre endroit où se loge l'incertitude, je trouve, dans l'homme caché déjà, et qui revient après de roman en roman, c'est qu'on n'a généralement jamais affaire à un témoignage direct. On n'est pas dans quelqu'un qui va raconter son histoire, ou quelqu'un qui va raconter son histoire mais qui ne sait pas ce qu'il vit. On va souvent être dans le récit biographique, ou voir dans la première nouvelle de l'homme caché, l'histoire du biographe de Hensen. Donc on va apprendre l'histoire de Hensen par le biais de... Enfin, en fait c'est l'homme qui a vu l'ours, quoi. Oui, c'est la forêt qui cache l'arbre. Oui. Je pense que ça, c'est né un peu de mon... J'étais intimidé, c'était mon premier roman, qui n'est pas un roman d'ailleurs, c'est 4 nouvelles, concentriques autour d'un thème, bon, on peut appeler ça un roman, mais cette figure-là d'Hensen était si forte pour moi qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'avoir des personnes qui m'aidaient à le contourner, comme des cercles concentriques, de s'approcher de lui, de plus en plus près. Je ne pouvais pas écrire à partir d'Hensen directement, alors que c'était mon envie principale. Ce que j'ai fait dans les Fragments Solander par contre. Mais il a fallu l'homme caché pour en venir aux Fragments Solander, où là je parle d'un point de vue direct de Hensen, et il prend la parole, et on connaît mieux ses perceptions et sa vision de son œuvre et de sa vie. Mais dans les Fragments Solander, on commence quand même avec le point de vue d'un biographe sur Hensen. C'est aussi c'est encore une fois l'histoire du biographe. Oui, en même temps que l'histoire qui de mène son l'enquête sujet. quelque part, qui permet, je pense, pour moi et également le lecteur, d'approcher cette forme de banquise qu'est Hensen, et de se laisser traverser par ce voyage-là, qui en lui-même, je pense à un film comme Apocalypse Now, on arrive aux 3/4 du film à voir Marlon Brando dans son rôle de Kurtz, le colonel Kurtz, qui est une figure absolument mythique tout le long du film. On entend sa voix, mais on ne le voit jamais. Et pour moi, c'est cette forme-là, ou dans Vertigo, par exemple, d'Hitchcock, où on est dans un mystère très fort, très prégnant d'une personne, et qui est plus forte pour moi quand elle est suggérée que quand elle est là en face de moi, par exemple. Il y a aussi l'incertitude dans Solander même, dans l'extrait que Marianne a lu, encore une fois, entre le fait est-ce un lieu ou est-ce une personne. Et la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, qui est, je crois, une de vos influences. Et la 3e nouvelle de la trilogie new-yorkaise, qui commence par qui décrit le fait qu'un homme puisse aussi être un lieu. Ah oui, c'est vrai que quand j'ai lu trilogie new-yorkaise, c'était en Irlande. Je venais lire Melville de Bartleby, et j'ai enchaîné avec Paul Auster, et pour moi c'était le renouveau de cette littérature-là américaine, était dans Auster, toute cette tradition de Melville, de Hawthorne, de Thoreau aussi. C'était lui qui l'a prolongé et l'amenait plus loin. C'était un grand choc de lire cette trilogie-là, à ce moment-là. Son œuvre, par la suite, un peu moins, mais c'est vrai que pour moi également, personnellement, le lieu est indissociable. Je me suis rendu compte, d'ailleurs en réfléchissant à cette présentation, là, ce soir, que c'est un motif récurrent dans tous mes romans. Il y a toujours un homme, une femme, et un lieu qui est aussi fort qu'un personnage. C'est Prague dans L'homme caché et les Fragments Solander, c'est Venise dans L'adieu qui vient, et c'est l'Islande dans Archives du vent. Mais je pense que c'est indissociable de la personne. Quand je ne veux pas dire l'idée d'un personnage, c'est plutôt qu'il vient à moi, qu'il me hante. Voilà, j'ai besoin de savoir où il est, de le localiser géographiquement. Et c'est pas simplement une anecdote, c'est que
je sens que le territoire va faire partie de son identité propre. C'est quelque chose aussi qui m'intéresse et j'ai remarqué qu'il y a des cultures islandaises ou irlandaises ou en Angleterre ou en France où vous habitez, vous forme, vous façonne, ou même au point où, quand j'étais en Irlande, ma physionomie changeait. Je prenais quelque chose un peu d'irlandais. Et je me suis rendu compte aussi de ça chez d'autres personnes qui vivent en Chine. Je me rappelle de Bachung qui était parti en Chine quelque temps pour un tournage d'un film et il est revenu. C'est à l'époque d'un album où il chante mes petites entreprises, je pense. Il y avait quelque chose de chinois, complètement. Quelque chose s'était passé, voilà. Et ça me fascine. Cette relation très invisible des lieux sur vous, et qui n'est pas seulement physionomique, mais psychologique, et la sensibilité, et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est indissociable pour moi d'un lieu et un personnage. C'est une part de son identité, de la force intérieure qui le porte. Donc, L'Homme caché, c'est un peu la tétralogie pragoise par rapport à la trilogie new-yorkaise. Et les fragments Solander, on part dans quelque chose donc de plus proche, comme vous l'avez dit, du poète et avec parfois un tête-à-tête entre le poète et le biographe du poète. Alors je vais juste lire le début, pas le tout début, mais le premier chapitre. La première partie s'appelle Les racines de l'exil. Toujours des titres très beaux, archives. Et incompréhensibles des fois. C'est un lieu chargé de votre passé. Les souvenirs ne manqueront pas de ressurgir. Notez-les. Tenez un journal. Au moment d'ouvrir la porte de l'appartement, les paroles que Pavla Loumirova, la trentaine finissante, diplômée en psychologie des accidentés, m'avait adressées à ma sortie de l'hôpital, m'étaient revenues en tête. Vous retrouverez bientôt l'usage de la mémoire comme celui d'un langage un peu oublié. Chaque pas que vous ferez dans ce sens deviendra un pas rapatrié, un retour au pays. Je m'étais presque attendu à l'entendre ajouter « Bon voyage ». Elle s'était contentée de sourire des yeux en me tendant un paquet. J'ai vécu ici quelques mois avant mon accident. Mon nom figure encore dans l'entrée, Paul Foster, 3e étage. Les yeux mi-clos, je sonde chaque odeur, explore chaque rumeur d'étage comme celui d'un espace autobiographique. J'interromps la lecture, mais on est complètement dans le lieu et la personne en même temps. Le soir, il me semble reconnaître la désolation des cris d'enfants qui s'appellent entre les parois vides des tours voisines. Dans la texture des signes, un visage émerge, le mien. J'inspecte la penderie, mémorise les marques d'aliments stockés dans les placards. Surtout, j'examine les murs. Celui de la chambre-salon s'orne d'un portrait photographique d'un homme, la quarantaine, le regard délavé, intense, dévoré de cette froide lumière mercurielle qui irradie des cieux ultramarins. Je me surprends souvent à le saluer mentalement. Le soir même, j'entreprends de ranger mes affaires. Je renverse mon sac en tirant sur la fermeture. Le paquet que Pavla m'a offert en sortant de l'hôpital s'échappe d'une poche et heurte bruyamment le sol. À l'intérieur, je découvre une ardoise magique. Un message est inscrit sur l'écran. « Bon voyage », signé Pavla. Quand je repense à Pavla, c'est cet instant, toujours le même, que je revois. Nous sommes seuls dans la chambre d'hôpital. Elle est assise à mon chevet. Elle lit. Dans la solitude, son visage de madone blonde prend un air grave, presque veuf. Ses yeux parcourent le livre sans détecter mon examen silencieux. J'attends qu'elle tourne la page. Ils interceptent alors les miens. Vous devez éviter de parler. J'espère que cela fera l'affaire. Ce que je prends d'abord pour un carnet se révèle être une ardoise magique. Elle sourit de ma surprise. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Du bout de mon index, j'inscris un message. Elle se lève et m'apporte une serviette en cuir. Tenez, je vais vous aider. Son contenu défile entre mes mains. Une montre bracelet, un stylo plume, et dans la poche d'un portefeuille, une petite clé chiffrée. Je l'interroge du regard. C'est à vous, Paul. Regardez. Du pouce, elle indique mon nom gravé sur le cuir intérieur de la serviette. Vous vous souvenez? Je repasse chaque objet sous mes yeux, et cette fois, pris d'une impulsion soudaine, je m'empare du stylo et de l'ardoise. Cette crispation dans les doigts, ce vertige dans la tête, je me laisse aller contre l'oreiller, les yeux clos. Elle me retire doucement le stylo des doigts, puis range sans bruit les affaires dans la serviette. Après l'avoir replacé dans son meuble, elle revient s'asseoir près de moi. Elle n'a laissé que l'ardoise magique sur le lit.
Je la lui tends avec le message, toujours le même que j'y ai inscrit. Je ne me souviens de rien. Une clé ouvre la porte d'entrée. La deuxième, celle d'un garage vide. Et la troisième donne accès à la cave. La quatrième, la petite clé chiffrée, a échappé jusqu'ici à mon investigation. Ce n'est pas celle de la boîte aux lettres. À ma demande, le lendemain, le concierge qui en possédait un double l'ouvrit pour moi. Elle était vide. Il secoua la tête devant mon ardoise. Il ne prenait jamais en dépôt les colis ou les lettres d'un locataire. Je devais m'adresser au bureau de poste du quartier. En m'offrant une ardoise magique, Pavla avait fait doublement preuve de perspicacité. C'était non seulement un habile outil de communication, bien plus efficace que des paroles, mais en provoquant le sourire, la vue de ce jouet pour enfant sage m'attirait également la bienveillance d'autrui. Lorsque, déposant l'ardoise sur le guichet avec un bref résumé de ma situation, je vis le visage de la postière n'afficher aucune réaction, j'augurais cependant du pire. Il ne me restait plus qu'à visiter un par un tous les bureaux de poste de Prague. Elle secoua alors la tête en ouvrant la bouche. Nul son n'en sortit. Je suivis la direction de son regard sans comprendre d'abord. Elle m'indiquait, surprise, la petite clé chiffrée que j'avais posée avec mon portefeuille sur le guichet, puis me fit signe d'attendre. Nous nous retrouvâmes peu après devant un mur quadrillé de boîtes postales. Sa main survola leurs numéros colonne après colonne comme les urnes d'un columbarium, puis poussant un soupir de soulagement, elle inséra ma clé dans l'une des boîtes. J'en extirpai une large enveloppe. Donc les fragments Solander, ça raconte à la fois l'histoire de Paul Foster et l'histoire de Hensen telle que Foster va la découvrir. Alors Paul Foster, c'est un biographe en fait, et il écrit une biographie de Hensen, sauf qu'il a tout oublié, comme on le voit dès le premier chapitre, et donc il va redécouvrir la biographie qu'il a écrite de Hensen. Oui, il a eu un accident, donc il a perdu la mémoire, et pour retrouver sa vie passée, il va se relire, retravailler sur sa biographie pour renouer les fils de sa propre vie. Donc on a à nouveau Hensen et Solander qui apparaissent dans ce roman, de la même manière que l'homme caché. Est-ce que c'était une manière de remettre les pièces du puzzle ensemble et d'en faire un tout homogène après l'homme caché qui tournait autour de la figure de Hensen, justement? En fait, c'était vraiment Solander, ça aurait dû vraiment être mon premier roman. C'est celui qui me hantait pendant des années et que j'étais intimidé, je sais pas, j'avais une forme d'incertitude pour le coup à l'aborder aussi directement, donc j'ai écrit L'homme caché. C'est ces nouvelles qui tournent autour d'un même thème. Et j'ai acquis, je pense, une forme de plus de confiance après avoir écrit L'homme caché. Je me suis dit, bon, allez, maintenant on va attaquer Hensen directement. Et également une envie aussi d'aller plus au cœur du territoire, puisque avec L'homme caché, j'avais l'impression d'être resté sur un seuil. Et voilà, je ne pouvais pas rester là, il fallait aller plus loin. Donc d'où ce désir d'aller dans le champ ouvert. Mais pourtant, en termes de publication, c'est pas les fragments Solander qui arrivent après. Est-ce qu'il y a eu une pause dans le... Il y a eu, voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas unique, exceptionnel, comme écrivain, c'est que j'ai plusieurs projets et parfois je n'écris pas plusieurs romans en même temps, mais vraiment Solander était une œuvre pour moi tellement complexe que j'ai besoin de la laisser respirer, de la mettre dans mon tiroir, de la ranger pendant quelques temps. Et puis voilà, écrire d'autres romans, j'ai écrit Engeland et puis Adieu ce qui vient entre temps, tout en retravaillant, en revenant à ce texte. Et c'est devenu une forme de méthode pour moi, c'est une forme de respiration également. C'est pas une recette, mais c'est vraiment une forme presque un principe chez moi maintenant de travailler avec cette notion de temps qui est essentielle pour moi. Il y a cette notion de temps dans la vie quotidienne, de cette précipitation, de ce temps qui nous hache, qui nous fragmente, et qui n'est pas du tout celui le temps de l'écriture, où au contraire les choses s'amplifient, s'opposent, rejoignent une totalité. Et voilà, c'est ce temps-là que j'avais besoin de traverser, de me laisser traverser par ce temps-là. Et quand j'ai écrit les fragments Solander, je le laissais reposer pendant plusieurs mois, j'y revenais avec un œil neuf, et je sentais que ça ajoutait une épaisseur, je pense, quelque chose, comme le vin, on le fait bonifier également. Et je rentrais plus profondément, plus intimement encore dans le corps du personnage et de son univers.
Alors justement, enfin, vous parlez d'intimité, c'est quelque chose qui revient, l'intimité, notamment l'identité. On a vu là, en parlant de l'homme caché, que Solander, ça pouvait être à la fois un lieu ou un personnage. Enfin, ça portait en tout cas à confusion. Là, une des choses centrales qui reviennent dans les fragments Solander particulièrement, mais encore une fois qui est présente dans toute l'œuvre, c'est l'incertitude qui entoure l'identité d'un personnage. On commence donc avec Paul Foster qui a perdu la mémoire et qui va essayer de se redécouvrir lui-même. On a aussi la question de savoir qui est Hensen, qui est déjà au cœur de la première nouvelle de l'homme caché, avec l'histoire de ce biographe qui va essayer d'accumuler les preuves et puis à qui il arrive tout un tas de péripéties. Et là, on est, même en ayant accès à l'histoire directe de Hensen, on est toujours dans une zone d'incertitude. Ça renvoie à quelque chose de... Enfin, vous parliez de l'incertitude de la vie tout à l'heure. Par rapport à l'identité, c'est aussi quelque chose comme ça qui se module? Oui, complètement. Oui. Pour moi, il y a un mystère central, il y a vraiment une chambre centrale du labyrinthe, qui est celle de l'identité, qui est absolument pas saisissable, et qui, dans mon cas en tout cas, et qui est une réalité, dans le sens que, voilà, dans ma pratique d'écriture, je me confronte à des personnages, ce qu'on appelle des personnages qui sont pour moi des présences, qui sont des consciences, et qui me permettent de jeter un coup d'œil par une lucarne différente chaque fois sur le monde, d'avoir une perception différente, et que je m'approprie. Et ce sont des identités au pluriel que je hante, un peu comme des maisons, comme des lieux que je vais m'approprier, dans lesquels je vais vivre quelque temps, et qui m'apportent un regard forcément sur moi-même, mais c'est pas le but direct, mais aussi sur la vie, sur le monde, sur notre rapport, sur notre relation aux choses et aux gens. Donc pour moi, il y a fondamentalement un secret dans les choses les plus ordinaires, les plus banales et les plus quotidiennes, et qui est de l'ordre de l'insaisissable, de l'inaccessible également. Je ne pense pas qu'on puisse arriver au noyau pur de ce secret-là, dans mon cas en tout cas. Je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus. Et malgré tout, le désir et la pulsion peut-être est omniprésente pour m'aventurer, pour aller dans l'exploration de ce territoire-là qui est ouvert, et qui est aussi un désir de mettre à bas tous ces faux décors qui sont autour de moi dans le quotidien, qu'on me présente dans une société, et qui sont des faux miroirs, ou des faux reflets, ou des images fictive pour le coup, qui cache une réalité beaucoup plus secrète. Donc il y a une forme de rébellion, de révolte dans ce mouvement-là, et je pense une forme d'intégrité de reconnaître que tout est insaisissable, tout est fluctuant, tout est incertain, ma propre identité, pour commencer. C'est-à-dire quand je parle en tant que je, qui prétend être ce je. Et je n'y crois pas, du tout. Je voulais faire plutôt une remarque, c'est-à-dire qu'il y a toujours, ce que je trouve vraiment très fort dans vos romans, c'est qu'il y a toujours cette dimension insaisissable et de cœur qui reste, mais qu'en même temps c'est des enquêtes littéraires, enfin je veux dire en termes d'intrigue, parce qu'on peut donner l'impression comme ça que ça reste des livres avec son mystère, mais l'intrigue, elle, est complète et vous laissez jamais le lecteur en plan, quoi. Et le roman reste en même temps insaisissable. Ça, je trouve ça magnifique. Merci. Ça, c'est quelque chose un peu de... Je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai que je crois en l'histoire encore. Je crois dans cette narration d'aller d'une intrigue, d'un début, au milieu et une fin. C'est un peu dépassé pour beaucoup. Et pourtant, moi, c'est quelque chose qui me parle encore et qui me vient également du cinéma. J'ai toujours été très, très passionné par les atmosphères, plus que les intrigues parfois. Un film peut être une atmosphère mystérieuse. Je vais être capté tout au long du film. Il n'y aura peut-être aucune intrigue et c'est formidable. Mais j'ai besoin quand même de cette intrigue-là, de ce fil qui va nous mener quelque part et qui je pense, rejoint une forme d'écriture, de mythe en chaque homme. Il semble qu'on vient de ce terreau-là, quelque part. Oui, il y a une partie de ce dont on voulait parler justement qui reposait sur la mythologie, la création d'une mythologie personnelle. Donc là, l'occasion est trop belle pour pas sauter trois chapitres et y aller tout de suite. Mais c'est en fait, vous parliez tout à l'heure de hanter le destin de certains personnages, et cependant, on a quand même l'impression que c'est Hensen qui vous hante. Vous parliez d'un rêve où il vous apparaît, mais finalement, il ne quitte pas les romans, même quand il n'est pas là.
je crois qu'il y en a une, enfin on l'évoque très lointain dans Engeland. Dans Archives du vent, on le voit passer, il est cité une fois dans un coin, et puis il y a une figure un peu mystérieuse qui est celle de Erland Solness, et quand on remet les lettres dans un autre ordre, on se rend compte que ça fait Hensen et Solander. Ah, je m'en étais pas rendu compte. C'est l'inconscient total qui parle. Ou est-ce que ça représente quelque chose de particulier, ou c'est quelque chose qui vient et qui s'impose? Je n'y avais pas vraiment réfléchi jusqu'à ce soir, jusqu'à cette minute-là. Et je me rends compte que pour moi, si on parle, c'est un mot un peu prétentieux, le mythe, mais dans mon cas, c'est vraiment mon mythe fondateur, Hensen. C'est celui qui, à ce réveil du rêve, m'a donné l'impulsion romanesque. C'est vraiment mon premier pas dans l'univers de la littérature et du roman, c'est venu par lui. Et c'est venu par quelque chose complètement sans visage. C'est un rêve sans image, sans visage du tout. Et pourtant d'une folle présence. C'était une présence absolument au point de... Je pouvais la mettre en doute. Voilà, c'est un rêve, ça va passer, ça va se détériorer et disparaître, s'effacer. Et non, ça a duré des années. Alors, avant même que j'en vienne à l'écriture. C'est quelque chose de récurrent, pas à travers mes rêves, mais figure qui était là, je ne pouvais pas ne pas rencontrer un jour par l'écriture. Et puis je pense que d'un roman à l'autre, ce n'est pas concerté, mais j'aime bien à un moment donné lui faire un petit clin d'œil, voilà, pour dire que il a sa place également, je pense que. Mais je n'avais pas pensé à l'anagramme, effectivement, voilà. C'était vraiment pas. Pas du tout conscient, non. Oui. Et d'accord, je l'ai déçu. Non, au contraire, c'est plutôt, c'est plutôt intriguant. Encore une fois, c'est encore un mur qui tombe et une apparence qui n'était on pas est soi-même âgé quand on écrit. Hein, c'est vraiment, il y a une forme de théâtre intérieur et il y a une marionnette également sur la scène. Je ne sais pas qui tire les films, mais voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de Labyrinthe aussi, et je voulais en profiter pour parler de Adieu à ce qui vient, qui est donc le 3e roman dans l'ordre. C'est oui. Engeland et Adieu à ce qui vient, qui est d'une ambiance légèrement différente des autres. Alors pour vous donner le début de l'ouvrage, parce qu'il n'y aura pas de lecture de ce texte ce soir, un personnage mystérieux nommé Innocenzo arrive un soir à Venise, débarque d'un bateau et investit un gigantesque palais, et une seule personne le voit, qui est un homme de science, un astrologue, et la ville va commencer à s'interroger sur ce personnage mystérieux. Et des fêtes vont commencer à être données dans le palais de cet homme, mais personne n'arrive vraiment à saisir qui est l'individu qui arrive en ville. Donc c'est d'abord la source de commérage, et puis ensuite d'un intérêt grandissant à mesure que les fêtes se multiplient, que les invitations sont données, et il ne donne le droit aux gens de ne venir qu'une seule fois à ces fêtes. Une fois, et après c'est terminé. Et on a là un roman qui est construit en partie autour de l'image du palais. Alors c'est beaucoup plus... là pour le coup on est dans une structure peut-être plus simple que les autres textes. De contes, je pense. Oui, de contes. Voilà. J'ai pensé à Hoffmann en fait en lisant ce texte. Hoffmann pour les contes en eux-mêmes, et pour la partie de l'opéra aussi d'Offenbach qui se déroule à Venise avec le voleur d'ombre et cette ambiance aussi avec toutes les figures un peu imposées de Venise, la courtisane, les masques, l'astrologue. On retrouve quelque chose de Léo Perutz, on retrouve encore un peu d'âme peut-être pragoise, ou de cette espèce de mythologie partagée entre les villes sur un XVIe siècle très marqué par les arts, avec qui se répond entre je ne deviens pas clair du tout là, entre des œuvres d'art qui vont se répondre, et puis une circulation des idées entre l'Italie et puis les villes de l'Est de l'Europe. Oui, je pense qu'il y a aussi une part d'influence de vie imaginaire de Marcel Schwab à cette époque-là qui m'a beaucoup influencé. Oui, juste une remarque par rapport à Dieu à ce qui vient. Je me rends compte quand vous en faisiez la présentation au niveau de ces fêtes à lesquelles on n'est invité qu'une seule fois. Finalement, c'est un peu l'image pour moi de la littérature, c'est que à chaque roman, je suis invité à une fête qui va ne durer qu'une fois. Voilà, je ne peux pas y revenir, il n'y a pas de deuxième fois. Et quelque part, c'est un peu une image pour moi
de ce que je vis à travers le roman. Je ne m'étais pas rendu compte non plus de ça. Et il y a donc ce palais absolument fascinant où donc Innocenzo fait retravailler les jardins intérieurs de manière à faire... Enfin, tout est construit autour d'une fontaine sur laquelle est placée une pierre mystérieuse. Là, on est pareil, on est dans le bézoard et les espèces de pierres des contes du 19e, enfin, du 16e ou du 19e siècle. Et chaque chemin mène à un escalier qui mène lui-même à une alcôve, qui mène à une petite chambre où chacun peut se dispatcher un peu selon son envie. Et j'y ai vu un peu une métaphore de la manière dont vous écrivez, de concevoir un peu les livres comme un oignon ou une coquille d'escargot avec plusieurs couches. La coquille d'escargot est peut-être plus juste. On a l'impression d'être au même endroit, mais en fait on a fait un tour supplémentaire et on se rapproche un peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout ça c'est très inconscient. Pour moi, c'est vrai qu'au moment où je m'embarque dans un roman, c'est de nouveau, je vais à l'aveugle et je me rends compte malgré tout que, je pense de nouveau à cette notion de mythe, que voilà, qu'on marche sur les mythes quotidiennement. Un exemple, par exemple, je parle de Adieu est-ce qui vient, cette pierre noire qui est sphérique dans la fontaine. Eh bien, c'est un roman pour moi qui tourne autour du mythe de Vénus. Et j'avais peu de connaissances de ce mythe-là au moment où je l'ai écrit. Et plus tard, une fois qu'il était écrit, j'ai lu un peu plus et je me suis rendu compte qu'il y avait une déesse, je ne sais plus quel est son nom, à qui on attribuait une pierre noire. Donc je me suis dit, oui, il y a quand même des choses récurrentes, des choses que l'on capte d'un matériau qui est là, dans l'invisible et auquel on est relié. Auquel je pense tout écrivain doit et être relié. Et voilà, de nouveau, c'est d'une manière très inconsciente et c'est dans une écriture très prospective, presque toute antenne ouverte que j'avance. Juste un mot encore sur l'exploration de ce roman-là, de la manière dont il est, la genèse, la manière dont il est venu au monde. C'était au moment où j'étais initié au chamanisme, d'une manière pratique. Et c'est un chamanisme un peu particulier qui s'intéresse à l'astrologie également, et d'une manière expérimentale, c'est-à-dire que vous pouvez n'avoir aucune connaissance de l'astrologie, des zodiaques, et pourtant explorer chaque territoire du zodiaque. Ce que j'ai fait pendant un an, d'une manière intensive. Et c'est la conjonction du Balance et du Scorpion qui a fait jaillir Adieu ce qui vient. C'est à ce moment-là que, je sais pas, ça touchait des lignes à haute voltage et le roman s'est écrit en 3 mois, très rapide, ce qui est rapide pour moi. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a échappé des mains. Je n'ai pas eu le temps de me rendre à Venise, ce que je n'aime faire pour chaque roman, aller sur les lieux, pour les repérages. Et là, c'est vraiment parti dans... C'était quelque chose de l'ordre de une forme d'illumination pour moi. Je l'ai vraiment vécu comme une fête. C'était vraiment une fête de tous les sens et de l'imaginaire. Et une affirmation de cet imaginaire également qui me guide, qui sait très bien où il va, même si moi je ne suis pas comme le lecteur très au fait. Voilà. On va lire un extrait de Engeland. Donc qui est le 3e roman. Non. Deuxième roman. Vous le découvrez. Ils sont parus, en fait, c'est par la chronologie dans laquelle ils ont été écrits. Donc ça. Ouais. Très jeune, elle écrit en marge de sa première photographie « Me connaître moi-même, c'est le but du silence dans ma vie ». Quelques années plus tard, ultime confidence griffonnée au verso de sa dernière œuvre, on lit « Cheminant en terre du vide, seul avec le sol ». Entre ces deux phrases, sa vie traverse un siècle qui, de guerre totale en holocauste, de génocide nucléaire en terrorisme international, a inscrit l'un des paysages les plus sombres sur la carte de l'homme. Son œuvre, pourtant moderne et universelle, ne s'en fait jamais directement l'écho. Quand d'autres photographes se mobilisaient, souvent au prix de leur vie, sur le front de l'actualité, Fausta K, de son vrai nom Fausta Kinsel, avait choisi une autre voie. Celle dont aucune enseigne dans aucune ville ne vantait la valeur marchande, celle dont chacune de ses images, toute son œuvre picturale, au noir paradoxalement saturé de lumière, témoigne et explore la voix silencieuse d'une secrète ferveur. On a ainsi longtemps commis l'erreur de réduire son art à la simple exécution de photopoèmes, davantage pour justifier une carrière non régie par les besoins médiatiques
que par véritable compréhension de sa démarche. Celle-ci tenait cependant tout entière dans une phrase que l'artiste, alors à ses débuts, avait inscrite sur le boîtier de son Leica, « Photographier ce que le photographe ne voit pas ». Depuis l'enfance, instituteurs et parents ne se rendent compte de rien. Son air réfléchi, sa calme absorption en classe. D'un sourire, on compare la jeune fille à un jour férié, à ce jour de repos solennel, d'ennui inoffensif qui endeuille la fête des Jeux. On laisse Fausta à son dimanche. Tous ignorent qu'elle rêve du jour où elle les quittera, qu'un recul d'enfant, faussement attribué à de la timidité, l'écarte des amusements d'écolier, qu'à toute autre compagnie elle préfère la fenêtre de sa chambre. Le soir, personne ne l'y voit à l'écoute, derrière les bruits de la ville, de quelque chose, elle ne sait pas, de rien peut-être. Son unique ami est un garçon de son âge, Houdini. Ses parents, juifs magyars, tiennent un commerce, Mendes Miniatures, une boutique de philatélie dans la zone nord de la ville. Fausta l'y accompagne souvent après l'école. Ensemble, ils observent le père manipuler les timbres-poste avec une pince, comme un univers réduit, un monde miniature, peuplé, à l'image d'une autre, de faits d'armes, de papillons rares, d'exploits sportifs, de présidents exotiques et de révolutions technologiques. Le père retire d'une vitrine un lourd album au cuir usé, doux comme la peau. Il commente chaque image, évoque dans un souffle des lointains riches et barbares. Fausta l'écoute sans cesser de fixer l'album des yeux. Vient alors l'instant où retombe le silence. On lui fait signe d'approcher, de regarder à travers une loupe. Ce jour-là, au bas d'un timbre, elle lit le nom d'Harry Houdini pour la première fois. Le père a assisté autrefois à la comparution du magicien au quartier général de l'Alexanderplatz à Berlin. Sous la menace d'une expulsion en cas de fraude, Houdini, le plus célèbre des prestidigitateurs, accepte de soumettre son art à l'examen devant une assemblée de plus de 300 policiers. Entièrement dévêtu, les bras immobilisés dans le dos, mains et coudes pris dans le fer, seulement 6 minutes sont nécessaires au magicien pour s'en libérer. Depuis lors, le père a toujours désigné son fils par ce surnom, Houdini, en hommage au roi de l'évasion, et, ajoute-t-il, mi-sérieux, mi-moqueur, afin qu'il n'oublie pas qu'il porte en lui la clé pour se libérer de n'importe quelle chaîne. Toi aussi, fait-il, s'adressant alors à Fausta, quand plus tard dans ta vie tu te sentiras les pieds et les mains liés, n'oublie pas ton camarade. Vous êtes une clé l'un pour l'autre, car la vie vous a fait amis. Donc Engelland s'est construit autour de la vie de Fausta K, donc qui est photographe, et de son ami d'enfance Houdini et de la perte de cet ami d'enfance. C'est un livre qui est à la fois une biographie d'artiste, il y a des extraits de ses catalogues d'exposition, on parle de la rétrospective de ses œuvres, mais en même temps c'est un livre avec une intrigue fascinante. Et alors pour revenir à la notion de fête à laquelle on est convié, dans vos romans, c'est toujours des fêtes à laquelle on a envie de se reconvier plusieurs fois en tant que lecteur. Et on en ressort de ce texte, comme les autres d'ailleurs, comme d'une séance d'hypnose. Donc Fausta K, elle a été séparée de cet ami d'enfance qui s'appelle Houdini. Il a eu un accident brutal qui l'a privé de l'usage de ses jambes et il est reclus dans une pièce. Et donc il n'a plus avec Fausta K qu'un contact épistolaire. Et elle, on la voit parcourir le siècle, donc habitée par l'ombre et le souvenir de son ami et par une solitude qui est essentielle à son œuvre. Je ne veux pas en dire trop. Pour revenir sur la thématique mystique, on a l'impression que donc Fausta K, en tant qu'artiste, que le geste de création de l'artiste, que ce soit Fausta dans ce roman ou d'autres, c'est de voir au-delà et qu'il y a une dimension justement mystique de l'acte de création. Oui, une entrée dans l'inconnu, oui, de plein pied dans l'inconnu. Est-ce que c'est une dimension mystique? Je pense à un certain moment. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai que toutes les spiritualités, c'est quelque chose qui m'accompagne. Je dirais même plus que je suis davantage intéressé par ces territoires-là que les territoires littéraires, proprement dit. C'est pas une forme de trahison, mais quand j'écris, je me rends compte que dans le paysage littéraire, quand on me parle de certains auteurs, je ne pourrais pas être journaliste, je ne pourrais pas écrire sur les autres livres, puisque je me sens vite étouffé dans le monde littéraire. Par contre, dans le monde spirituel, je respire. Dans tous les textes sacrés, des textes de différentes cultures. Et j'ai appris à marcher entre les deux, en fait. Je pense que
c'est là ce qui peut peut-être être intéressant dans ce que je fais et un peu particulier. Voilà, j'amène peut-être une respiration dans une littérature parfois un peu sclérosée, je trouve. Ou dans une spiritualité, pour le coup, peut-être un peu trop marginale. Que dire d'autre? Il y a une expression qui revient assez souvent qui est l'autre réel. Oui, l'autre réel. Oui, l'autre réel pour moi c'est... Ben voilà, quand j'écris, j'ai vraiment l'impression d'écrire, c'est-à-dire de penser en dehors de la pensée, d'une petite pensée de la personne propre. J'ai besoin de... Je crois qu'il y a une forme de pensée première, une forme de pensée archaïque qui existe. Thoreau parlait d'une pensée, une immense pensée inaccessible. Et je pense que quand on est dans l'écriture, on est relié à cette pensée-là, et qui est bien au-delà bien plus ample et beaucoup plus vaste que notre pensée, qu'à l'étage lequel on vit dans le quotidien. Et j'y crois fermement. Je pense que pour moi, c'est cette pensée-là que j'essaye de capter à la fois et de suivre, non pas comme un rail, mais comme une empreinte un peu sinueuse du serpent. Je ne sais jamais où elle va, mais elle contourne beaucoup de choses qui paraissent très réelles et qui ne le sont pas du tout pour moi. Comme des croyances, des certitudes, des choses que me renvoie la société et qui sont là des faux semblants pour moi. Voilà. Donc il y a une forme dans l'écriture pour moi de guide et de force clairvoyante qui me permet d'aller dans l'obscur tout en voyant derrière la lumière. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans l'éclat de la lumière. Et que quand on est dans une certaine littérature, on est plus dans le règne de l'ombre, de la pénombre. Et c'est cet entre-deux-là qui permet de voir des choses qui se passent qu'on ne voit pas normalement quand on se tient dans la lumière, voilà, dans le feu du quotidien ou dans le feu de l'actualité. On en revient peut-être aussi à une forme d'écriture mythologique qui sert de figure pour incarner des choses qui sont difficilement concevables ou oui, qu'on peut difficilement exprimer. Tout à fait. Je pense qu'on doit être perdu pour pouvoir accéder à ces choses-là. Je pense que c'est pour ça, j'imagine que cette motivation de littérature en moi me condamne toujours à une page blanche et à aller à l'aveugle. C'est parce que j'avance sans idée préétablie, préconçue, et je peux aller dans une exploration beaucoup plus riche du coup, beaucoup plus inattendue et beaucoup moins pensée ou intellectualisée. C'est quelque chose qui, je pense, me sauve personnellement il y a des thèmes récurrents bien sûr, chaque écrivain en possède, mais voilà, j'ai besoin d'aller dans l'aveugle pour pouvoir me donner une forme de lâcher prise à cette intelligence qui est beaucoup plus vaste, à cette pensée première, j'appelle comme ça, qui voit beaucoup plus loin et qui a un sens du territoire plus intime et plus affiné que ma propre conscience. C'est quelque chose qui anime vos héros aussi. Dans le livre notamment, on parle beaucoup de Faustaka qui est vraiment la personne centrale. Il y a aussi ce prof de l'école Nordenhaus, Valère Lozer. Et il dit ça à un moment, il se voit, puis la vie les sépare et ils se retrouvent à plusieurs reprises. Et à un moment, ils ont une discussion autour de l'art et Valère dit: sans l'art, l'homme n'est rien, mais l'art n'est rien à mon sens sans d'abord l'art d'être homme. Un art premier, un art racine, me suivez-vous, qui consiste à retrouver une mesure avec le cosmos absente de notre vie. C'est dans cette alliance aujourd'hui perdue, avec les sources originelles que cultivaient des peuples soi-disant primitifs, que l'on aurait chance de se délivrer de l'infirmité des crises ou du conflit qui s'annonce. Oui, là on rejoint la pensée chamanique, je pense. Ouais. Ça rejoint ce que je disais, je pense, tout à l'heure, au niveau de ce territoire sacré qui m'est plus essentiel, qui rejoint la poésie. Pour moi, c'est un territoire commun. Dans la poésie, on est totalement dans une forme de sacré, je pense, qu'on est dans une certaine poésie, même si elle peut être très quotidienne, et qui doit nourrir et enrichir la littérature, je pense, et pas l'inverse. Créer un personnage, c'est explorer une potentialité de vous-même aussi. Est-ce qu'il y a une part je ne vais pas dire une part d'autobiographie, mais peut-être une motivation commune qui va faire
une parenté dans l'expérience entre le destin du personnage et ce que vous expérimentez dans l'écriture? Il y a dans le chamanisme, il y a ce qu'on appelle un esprit gardien qui est toujours là pour vous guider dans les territoires que vous allez explorer, qui sont les territoires inconnus. Et je pense que le personnage a ce rôle-là d'esprit gardien qui vous permet de... Voilà, c'est une figure de proue qui vous permet de fendre les flous, de vous avancer vers des terres inexplorées. Et sans lui, je pense qu'on aurait le danger de sans arrêt se reployer sur soi-même d'une manière égocentrique. Tandis que le personnage a toujours une dimension d'inconnu et de mystère, forcément, qui nous appelle et qui nous oriente vers l'avant. Alors si c'est implicite dans les autres romans, l'esprit gardien, c'est un des éléments explicites qui rentre même dans l'intrigue et dans le propos des Archives du vent. On va passer dans l'Archive du vent, qui est le dernier roman sorti aux éditions du Tripode. Je me souviens encore de la stupeur, cette sueur froide psychique qui m'a saisi dans le noir en voyant se former dans mon esprit les premières scènes d'un nouveau film. Je ne voulais plus rien réaliser. J'en avais fini avec le Movicon. Le rapport Usher achevé, ma trilogie désormais complète, le temps était venu de ranger au placard une invention que les enfants d'Hollywood, ces gros nourrissons infantilisés à vie par le despotisme parental du box-office, avaient surexploité avec la balourdise que l'on sait. Mais parmi toutes les images qui déjà s'organisaient en séquence pour ainsi dire sous mes yeux, celle d'un homme seul, d'un homme perdu, donnant un soir un dernier coup de fil avant de faire le saut de l'ange depuis un balcon, aucune, je dis bien aucune, n'aurait suffi à capter mon intérêt au-delà de celui qu'on réserve à un fait divers, si le visage de cet homme gisant à terre n'avait été celui d'un camarade de jeunesse, Erland Solness. « Pourquoi Louis ?» m'était aussitôt interrogé, décelant sous l'indignation menteuse de ma voix une vérité cachée. Pourquoi Solness et pas Horn Carlson par exemple, ou encore Magnus Morland, deux camarades plus proches de moi qu'ils ne l'avaient jamais été? C'était faux et je le savais. Personne n'avait eu autant d'impact sur ma vie intérieure. Aucun ami, ni Horn, ni Magnus, ni même ma propre mère, si je l'avais connue, ne m'avait guidé, émerveillé, trahi, dupé, inspiré et déçu comme Solness à l'époque ne l'avait fait. Aurais-je été moins fasciné par les vertiges de mon imagination que je me serais alors avisé d'une vérité pourtant évidente. À l'inverse de la photographie qui parle le langage de la lumière, l'imagination utilise cette lumière pour donner voix à notre propre nuit. Que dit celle-ci? Tout ce que vous ne voulez pas entendre, mais aussi tout ce que vous avez mal entendu ou que l'on vous a tu. Les histoires, comme l'ombre des générations qui nous ont précédées, quêtent en nous leur fin. Or, la première scène de mon nouveau film commençait précisément par une mort, celle de mon camarade Solness. J'aurais dû chasser dès le début ce projet de mon crâne, quitter bien vite l'oracularium pour ne plus jamais y remettre les pieds. Son obscurité abyssale collait à la cervelle comme une poix funèbre. En restant là plus de quelques minutes, la déperdition thermique qui vous pénétrait la moelle se doublait d'une étrange inertie psychique, bientôt suivie d'un grouillement d'insectes de l'imagination. J'aurais dû partir. L'impensable s'était produit. J'étais resté dans le noir, seul avec Solness. L'événement de sa mort percutant ma conscience avec toute l'intensité d'un choc réel, je m'étais alors laissé submerger par un tourbillon d'images et de souvenirs. Cela se comprend-il, madame? Ce verbiage ne déforme-t-il pas une vérité intérieure? Comment rendre fidèlement compte de ces choses sans les priver de leur essence silencieuse? Le monde des sensations n'est pas celui des faits, mais celui de l'autre réel. J'expliquerai bientôt ce que j'entends exactement par là. Je poursuis. Lorsqu'on habite depuis longtemps seul dans une maison, au commencement des terres, en retraite de la société, dans l'ampleur renouvelée de sa propre vie, confie Hermann Hesse, Kunga Namduk, le vieux moine, dans mon film La 7e solitude, on devient peu à peu conscient de la présence d'un autre solitaire, d'une solitude identique à la sienne, quelque part en marge du monde et de la foule. Oui, renchérit Salvador Dali, un conte russe en exil. Un être à notre image et qui nous perçoit comme nous le percevons et à son tour nous cherche du regard. Dès lors, reprend le vieux moine, la rencontre est inévitable. C'est précisément ce que j'avais vécu avec Solness. Donc, Archives du vent,
ça part d'un personnage qui s'appelle Egon Storm, qui est un cinéaste, vous avez peut-être compris, qui a inventé une nouvelle forme cinématographique qui va devenir mythique. Ce cinéaste est visionnaire et il vit retiré du monde. C'est un personnage caché. Et il a cédé en fait depuis sa retraite les droits d'exploitation de son œuvre et de ses films à un de ses anciens camarades d'études qui avait un ciné-club menacé de faillite, le Lunaire, je crois. Et donc il lui confie les droits d'exploitation de ce qui va devenir une œuvre légendaire, une trilogie où il produit un film tous les 5 ans. Dès le premier film de cette trilogie, Nebula, donc, de cette œuvre qui est annoncée comme étant uniquement une trilogie, le cinéma d'Egon Storm devient complètement légendaire parce que c'est une nouvelle forme, un ovni cinématographique et une prouesse technologique. Et donc Carl Oska qui exploite cette œuvre en recevant le troisième et le dernier long métrage de la trilogie et en écoutant, puisque avec ce film il y a un enregistrement adressé par Storm, il découvre l'existence inattendue d'un homme, Erland Solness, et d'un quatrième film ayant pour personnage central Erland Solness, donc cet énigmatique camarade de jeunesse du réalisateur. Je vais essayer de ne pas en dire beaucoup plus. C'est un jeu de pistes, un roman dont l'aspect se transforme vraiment de l'ombre à la lumière au fur et à mesure que le récit avance, que l'intrigue se dénoue. C'est à la fois un labyrinthe comme les autres romans, je trouve que c'est un achèvement, enfin vraiment une pièce maîtresse de l'œuvre. Et donc, on peut simplement dire qu'il va y avoir une intrigue et une personne qui va partir sur les traces de ce quatrième film et du lien inexpliqué entre Egon Storm et Erland Solness. Il y a différents niveaux de récit qui s'enchassent, qui s'entrecroisent, différentes façons d'aborder l'intrigue. C'est vraiment magnifique. Donc on a vu dans le roman précédent, on parlait du personnage de Faustaka qui était photographe. Ici c'est un cinéaste. J'aurais bien voulu que vous nous parliez de la relation entre les arts visuels et l'écriture. Qui est une relation, j'allais dire, innée chez moi. J'ai toujours été visuel. J'ai fait des études d'art à Lyon pendant 3 ans. Je me destinais plutôt à la bande dessinée, donc la narration à l'image. Et puis la peinture m'a attiré, l'illustration, et pour aboutir au bout de 3 ans à cette idée un peu insensée tout d'un coup de non, c'est l'écriture. Et pourquoi l'écriture, je ne savais pas, c'était vraiment plus... C'était inconnu, et c'était une fascination en même temps. Je lisais beaucoup pendant les pauses, pendant ces 3 années. Donc voilà, je pense que et certaines personnes sont visuelles, d'autres moins, elles sont plus, elles auront d'autres perceptions. C'est vrai que la peinture, autant que le cinéma, la photographie également, très importante, c'est quelque chose qui me nourrit et qui se transforme en écriture également, qui peut nourrir mon écriture d'une autre manière également, que je trouve intéressante, c'est de mêler des arts à l'écriture même. Ça pourrait être la musique, ça pourrait être la photographie, c'est 2 langages un peu différents, mais qu'on essaye de faire dialoguer. Ça, je trouve ça toujours très enrichissant et inattendu. Donc voilà, ça vient vraiment d'un terreau biographique. Voilà. Alors on retrouve dans Archivio le thème du voyage et de l'évasion. Alors, on exergue au roman cette citation d'un poète français, Roger Munier. Tant que tu peux revenir, tu n'as pas vraiment fait le voyage. Et j'avais cette citation d'ailleurs dès le départ, donc c'était vraiment, voilà, c'était un peu ma boussole tout au long du roman. Et une boussole un peu extrême, puisque voilà, tant que tu peux revenir, tu n'as pas fait le voyage. Je savais dans quoi je m'embarquais, c'était dans quelque chose il fallait aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est vrai qu'il a été écrit dans des conditions un peu particulières, puisqu'une partie de ce roman-là a été écrit par -5 dans une sorte de chaufferie d'école communale, dans l'obscurité complète, pendant plusieurs mois,
c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je pense que ça a imprégné un peu, ce besoin de souffle, d'espace et de liberté du roman. Et je pense qu'il n'aurait pas été le même si j'avais été écrit au confort de mon bureau. Non. Mais c'était pas voulu ni recherché. Hein. C'était une contrainte et j'ai passé à travers. Ça faisait partie du voyage. Alors en parlant de voyage, en général, il y a un des personnages qui va en Islande. Oui. Il y a 2 types de lieux, je trouve, qui s'opposent dans vos romans. Il y a les villes comme Prague ou ici Munich, si les clubs se déroulent à Munich. On a l'impression que c'est vraiment des villes qui sont au cœur de l'histoire du XXe siècle, au cœur de beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis il y a ces lieux comme l'Islande, qui sont des lieux de nature brute, où le personnage, l'auteur se retrouve face avec lui-même. Je trouve que ça fait vraiment une dichotomie de ces 2 types de lieux. Oui, complètement. Oui. C'est vrai que c'est une double fascination que je peux avoir. Autant les villes me fascinent, autant je ne peux pas y vivre. Mais bon, là on parlait tout à l'heure de ces lieux qui vous transforment. Et une ville est une presse à vous, une presse constante, quotidienne de pensée, d'actualité, et ça vous mène dans des territoires qui sont pas forcément les vôtres d'ailleurs. Et ça peut être intéressant également. Et quand je vais par contre dans la nature, j'ai l'impression de renouer avec quelque chose de beaucoup plus primordial, beaucoup plus original, et nettoyer de l'humain également, nettoyer de tout ce qui est social et réducteur. De rentrer dans une respiration beaucoup plus vaste. On parlait tout à l'heure de ce lien avec le cosmos qui est très simple. Il suffit de sortir dans la rue et si on peut voir les étoiles, les regarder quelque temps, tout d'un coup on est relié à ça très facilement, je pense. Il nous reste toujours le ciel, heureusement. Même si on peut être dans une ville d'une manière très claustrophobique, dans mon cas en tout cas. On a cette même dichotomie qui apparaît dans la poésie aussi. Je n'ai pas tout lu de la poésie, mais j'ai lu Exil, Exit et Les Hautbois, et on a vraiment les 2 cas de figure. Exil, Exit qui est plutôt un recueil de courts textes en prose, qui sont presque des mini-narrations qui se déroulent dans la ville. Il y a notamment toute une série de petites narrations dont les dernières phrases sont rayées, et c'est une situation généralement de l'enfance assez classique, avec une dernière phrase qui va partir. Je vais donner un exemple, ce sera encore plus simple que d'essayer de décrire. La sonnerie annonçant la fin du cours se déclenchait, tu rangeais tes affaires et sortais le dernier. Tes camarades s'installaient déjà en salle de chimie. Dans le couloir, seul un vertige s'emparait alors de toi. Tu descendais l'escalier, longeais le bourdonnement des classes, traversais la cour de récréation en ligne droite et toujours, sans t'arrêter, sans te presser, une fois la grille du collège dépassée, tu continuais à marcher devant toi. Et la dernière phrase donc est barrée, comme si c'était une route contrariée. Oui, voilà, un voyage qui n'a pas été poursuivi jusqu'au bout. Et dans l'autre extrême, il y a Les Hautbois, paru il y a 2 ans aux éditions Isolato, et où là on est dans une poésie extrêmement sèche, avec très peu de mots, et plutôt dans une ambiance hors la ville, une ambiance de nature. Ça a été écrit pendant 3-4 mois dans les bois. J'allais marcher là pendant 4 heures, c'était en hiver, et c'est capté sur le terrain, c'est vraiment une écriture qui se tisse en même temps avec les éléments et avec le paysage. Et c'est un dialogue quelque part, c'est une forme de dialogue et de captation, d'où la concision et ces mots posés avec une économie qui doit résonner quelque part. C'est une écriture qui est parallèle et qui correspond à quelque chose dans les romans, ou c'est quelque chose de détaché qui va être l'expression peut-être d'une... J'avais pas pu m'empêcher de sourire au début quand vous introduisiez la soirée en disant voilà, je pense pas qu'on aura le temps de parler de la poésie, parce qu'en fait pour moi elle est essentielle. Voilà, on lui donne toujours cette place-là, c'est-à-dire que on en parlera peut-être si on n'a pas le temps, donc quelque part on ne va jamais en parler. Et pour moi c'est vraiment le terrain, c'est mon territoire. Si je devais faire un choix entre roman et poésie, heureusement il ne se pose pas, ce serait la poésie, clairement. Pour moi c'est vraiment le langage premier, c'est une pensée première archaïque.
La poésie pour moi elle est là, elle est dans cette, elle est aussi bien musicale, rythmique, cadencée que silencieuse. Elle est très nourrie de silence. Et toujours reliée à la terre, elle a quelque chose pour moi de très tellurique et de très élémentaire. Je pense que j'essaye, j'aime pas le mot essayer ou de tentative comme ça, parce qu'il est un peu trop, il est un peu trop scolaire. Mais j'aime ouvrir dans les romans toujours un espace à cette poésie-là, qu'elle puisse intervenir, quitte à écrire de la poésie, la faire intervenir sous une forme strictement poétique dans le roman, mais j'aime bien aussi la cacher, la diluer dans la prose, une manière un peu peut-être de manipuler le lecteur, de l'amener quand même à la poésie, j'espère. C'est vrai qu'après c'est un découpage un peu entendu, mais on a un peu parlé, et puis enfin, les extraits étaient surtout là pour ça, pour laisser entendre la langue. Oui. Et on a parlé aussi des titres, mais il y a vraiment quelque chose, il y a aussi un art de la formule qui relève complètement de la poésie dans la manière dont on va essayer d'aller... Les personnages vont souvent à l'essentiel, essayer d'essentialiser leur rapport à l'art, leur rapport à la vie, ou leur rapport à certains événements historiques aussi, et on a des formules qui sont assez magnifiques. On pourrait composer un recueil rien qu'avec les titres des Archives du Vent, par exemple. Donc c'est vrai que c'est difficilement séparable. Oui, tout à fait. Il y a un autre aspect, simplement pour parler d'un aspect d'Archives du Vent que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui est le rapport au temps. Pour la construction du mythe aussi, ça joue un rôle essentiel. C'est-à-dire que le premier chapitre, d'ailleurs, qui s'appelle Ouverture au noir, je parle pas assez fort. Le premier chapitre qui s'appelle Ouverture au noir installe tout de suite la dimension vue de loin, le mythe du cinéaste Egon Storm, et ensuite on a l'impression que le temps a été tiré comme ça en roman. Oui, complètement. On est dans une autre temporalité qui est induite par le paysage lui-même. C'est vrai que quand j'ai été en Islande, on est dans des formes de paysages qui dépassent tellement l'échelle humaine que... on parlait de cosmos tout à l'heure, c'est un mot un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'on est de l'ordre de cette relation-là avec quelque chose de beaucoup plus vaste et pas du tout étranger ou des paysans, c'est au contraire qu'on est relié à ça. C'est ça qui est très perturbant quelque part. C'est très familier, c'est très intime, et c'est même plus fort que la réalité dite quotidienne d'une vie en société humaine qui est très... qui est très compartimenté, repérable. Pour rebondir sur tout ce qu'on vient de commencer à évoquer, il faut parler de L'Invisible dehors, qui est donc l'avant-dernière sortie. Et alors là, je ne vais pas me risquer à présenter ce texte, j'aimerais bien que vous le fassiez vous-même. Je suis parti, comme j'aime le faire pour chaque roman, je suis parti sur les lieux où vivait le personnage. Et au moment où j'écrivais sur Egon Storm, c'était évident, c'était l'Islande. Donc voilà, je voulais tenir un carnet, c'était l'idée initiale, tenir un carnet de voyage pour opérer les paysages, mes sensations, les perceptions qui allaient nourrir le roman. Et au moment, avant même d'atterrir, par le hublot, j'ai jeté un coup d'œil sur cette terre. Non, je suis passé dans complètement quelque chose de différent. J'ai oublié totalement le personnage et le roman. Je l'ai mis sur une étagère quelque part mentale. Et je me suis laissé complètement émerger par ce paysage. Je suis allé au nord-ouest, j'étais en autonomie, c'est-à-dire que c'est une réserve, on n'y accède pas par la route, il faut prendre un bateau, si vous voulez y rester, il faut avoir vos réserves alimentaires, votre sac de couchage, votre tente, le matériel nécessaire. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de sentier. Et voilà, je suis resté là pendant 9 jours avant de rejoindre d'autres villes et continuer mon voyage. Et ces 9 jours-là ont été c'est court, 9 jours, et en même temps, dans un territoire comme celui-ci, c'est extrêmement... On est dans cette forme d'intemporalité dont on parlait tout à l'heure. Quelque chose se dilate et vous permet d'accéder, de marcher dans une épaisseur de présence qui est rarement accordée, dans laquelle on a peu accès, je trouve, dans la vie courante, qui est très fragmentée, très sollicitée par mille choses. Et là, au contraire, j'ai l'impression, comme dans la poésie, on enlève toutes ces priorités secondaires et on regarde la priorité essentielle. Voilà, et pour moi, elle est toujours accordée à un paysage. Donc voilà, le carnet de voyage qui devait être
un carnet de repérage, a pris une telle ampleur qu'il est devenu un livre à part entière, et le hasard des éditions, de publication a fait qu'il a été publié la même année qu'Archives du Vent, parce que je suis assez content de ça. Voilà, ils sont indissociables quelque part. On parlait tout à l'heure des personnages, Magnus Morland, qui est cité. Eh bien, il est présent dans le carnet islandais également. Alors, un personnage imaginaire dans un... Vous m'avez posé la question, un personnage imaginaire dans un carnet de voyage, l'éditeur a été un peu étonné au départ, et j'ai voulu le maintenir malgré tout, puisque voilà, ma pratique est essentiellement romancière, pratique de romancier. Je vis avec des personnages qui viennent très naturellement, qui parlent, qui occupent l'espace intérieur et également extérieur. Et pendant le voyage, alors que je ne sollicitais absolument aucun personnage ni rien de fictif, puisque j'avais mis ça de côté, voilà, il y avait un personnage récurrent, une forme de présence silencieuse qui était là, et qui a pris le nom de Magnus Morland, et qui portait des remarques, moins des jugements peut-être, plus qu'une perception sur les choses et la vie qui n'étaient pas forcément les miennes, et qui m'intriguaient justement. C'est cette sorte de décalage qui m'intriguait, que le personnage fictif vous permet. C'est vous parler d'une manière aussi intime que si vous écriviez votre autobiographie, et pourtant il y a un flou. Je m'approprie le personnage et pourtant ce n'est pas moi. Donc Magnus Morland, c'était mon gardien un peu en Islande, et qui était, je pense, qui a parlé, qui ne parlait pas comme un Islandais m'aurait parlé de son pays, mais qui apporte un commentaire sur le pays lui-même, de l'intérieur. C'est un peu un reporter de terrain et un reporter de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est étonnant, puisque donc dans le texte sont intercalées des citations que vous avez trouvées dans un almanach là-bas, des citations qui sont en rapport avec l'Islande ou le paysage ou le voyage. Et le voyage, oui. Et on a ces moments où Magnus Morland intervient dans le texte, toujours avec une sentence, et en fait on n'a aucun moyen de savoir que Magnus Morland, pour moi, c'était un personnage réel, jusqu'à ce que vous leviez la supercherie à un moment en disant en fait c'est un personnage fictif qui m'accompagne. Mais en fait, voilà, il y a une espèce de... Il n'y a pas de supercherie pour moi, puisque je le vis dans la réalité, et il y a une forme de personnage. Je suis peut-être un peu schizophrène, mythomane, je l'accepte, je le reconnais, mais voilà, je l'accueille, je le laisse parler, il a sa place. Et c'est vrai que je voyageais d'une manière plutôt solitaire, j'ai rencontré quelques personnes quand même, mais je pense que l'imaginaire s'en ressent quand vous voyagez. J'ai remarqué ça même quand je voyage seul et que je dors seul. L'imaginaire et les rêves deviennent d'une force assez déstabilisante parfois. Et très loin de la supercherie de la réalité, d'une fausse réalité. Je trouve qu'effectivement le mot densité convient bien à ce texte. Oui, il y a une forme de gisement intérieur qui est toujours là, je pense, mais qui est un petit peu tenu à distance par une suractivité à la surface. Je pense que quand je vais dans des lieux comme ça, cette suractivité-là s'efface, et voilà, le gisement peut... En plus, c'est une terre volcanique, l'Islande. On parle d'éruption, vraiment. Je pense qu'il y a de ça. Voilà, donc ce texte est aussi publié aux éditions Isolato, dans lequel vous avez publié Léo Bois. Oui. On achève On va achever par une lecture. On a commencé par une lecture, on va achever par une lecture. Voilà, deux petits extraits de L'Invisible dehors. La contemplation naît à la confluence de deux intériorités originelles, celle du voyageur dans la présence du paysage. Par ces mots, je tente de retracer une ligne de force qui, depuis des années, oriente mes pas vers les lieux d'un intense dénuement. Si les pays diffèrent, le paysage demeure singulièrement identique. Sous la monotonie sourde, le ferment d'une ferveur, sous les couleurs éteintes, un gisement ardent. Il porte l'empreinte de sa genèse, une lenteur vaste, une simplicité définitive, et comme vierge d'un avenir humain. Quelle que soit la description, aucune ne convient, le paysage les déborde toutes. Une caractéristique prédomine, sa densité libère une extrême charge poétique. La véritable importance de la poésie, écrit Pierre Reverdy, n'est pas sociale, elle est vitale. D'où la nécessité pour être à son écoute et s'accroître de sa foulée, de se distancer régulièrement du social,
de s'éloigner, non, de se couper de la société afin de puiser dans l'élémentaire une longueur de clavier existentielle supplémentaire. Qui dit distance, dit détachement, dit renouvellement. C'est le principe même de la mue, partir pour rester en changement. On quitte son lieu d'existence habituel, son quotidien, sa vie de couple. On part à l'étranger écrire une histoire, poursuivre un roman, mais en réalité, on ne s'éloigne nullement pour imaginer la vie d'un autre, pas plus que l'on ne vient pour écrire un livre. On aborde un pays inconnu pour s'avancer seul à travers l'informe. On choisit la solitude pour rompre avec d'anciennes formes. Des jours entiers, on cesse d'attendre, de vouloir, de chercher. Peu à peu, quelque chose arrive. On n'écrit toujours rien, la page reste blanche, mais à présent, on ne se concentre plus avec effort comme auparavant pour diriger sa progression. Désormais, on se rend transparent à cette avancée qui seule se ferait un passage en nous. On s'ouvre dorénavant à cette lente traversée qui nous emporte, nous oriente, nous conduit, on ne sait vers quoi ni où. Nulle part peut-être, le risque est toujours là, il n'y a aucun signe rassurant, nulle certitude. Quelque chose arrive cependant. Sans rien voir encore, le regard s'éclaire. Sans prendre forme, une force palpite. À cet instant, à cette seconde, on accepte, on est face à face avec le rien, on accepte d'être un homme inutile, vivant au bord du vide, face à face, dans la solitude et le silence, avec ce rien sans lequel, pourtant, rien de vital ne peut véritablement émerger, rien d'éclairant ne peut illuminer le réel. Merci. Merci à vous. C'est pour votre écoute. N'hésitez pas à boire un verre, à acheter tous les livres de Pierre Sandor, à les faire signer, à poursuivre la discussion de manière informelle. Et merci.